Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono. Nous sommes ensemble, vous le savez, pendant 20 minutes pour revenir sur toute l'actualité sportive marquante du week-end écoulé. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, place au sommaire de ce soir. Rendez-vous de basket. D'abord, le RVBC retrouvait la Ligue féminine avec un déplacement en Bourgogne face à Charnay. Du football en National 2, les Herbiers recevaient Trélissac. Objectif, en finir avec les matchs nuls et décrocher les 3 points. Double rendez-vous de handball aussi au menu. Le premier, c'est à Pouzauges, mal en point cette saison. Le PVHB espère toujours sauver sa peau en National 1 masculine. Et pour l'autre, rendez-vous handball, vous le verrez, duel de haut de tableau en N1 féminine. La Roche-sur-Yon accueillait Bergerac avec l'ambition de faire tomber le leader. L'un des immanquables, vous le voyez, du week-end était aussi à Challans avec les interrégions de cross-country. De l'eau, de la boue et près de 2200 athlètes y étaient. Et puis enfin, en cyclisme, retour sur l'épilogue du circuit des plages vendéennes. Voilà le programme de ce lundi 19 février 2024. 85 chrono, ça démarre tout de suite. Et après 2 semaines sans jouer, le RVBC retrouvait donc le chemin de la Ligue féminine ce week-end. Pour la 16e journée, les Tigresses se déplaçaient en Bourgogne sur le parquet de Charnay. Promu cette saison, malgré des premières minutes encourageantes, La Roche a vite subi la loi des Charnaisiennes. Rapidement, trop rapidement, Charnay se détache. Moins de 5 minutes de jeu, les Lyonnaises sont menées 21-9. Un écart que les joueuses de Manu Body vont contenir. Mais le RVBC termine ce premier carton à moins 8, 29-21. Sans jamais réussir à revenir au contact, les Vendéennes rentrent au vestiaire derrière de 10 longueurs, 46-36. Les Tigresses vont être de nouveau distancées par le CBBS. Coralie Chabrier et Monique Aquamacani mettent les Bourguignonnes en orbite. De leur côté, Anna Suarez et Tiffany Clark permettent à La Roche de ne pas accuser un retard trop conséquent. Le score est de 74-63 à l'issue du 3e quart-temps, mais en fin de match, le RVBC va laisser Charnay s'envoler un peu plus à la marque pour finalement s'incliner assez logiquement. Score final 96-82. Et puis au classement de cette Ligue féminine, vous allez le voir, pas de changement à l'issue de cette 16e journée. Avec cette 2e défaite de rang, La Roche-Vendée Basket reste 11e et avant-dernier du championnat. Prochain rendez-vous pour les Tigresses, ce sera samedi soir aux Oudéry face à Saint-Amand. En basket, toujours en National 1 masculine, ça y est, la première phase du championnat a rendu son verdict ce week-end en déplacement à Vitré. Vendredi soir, le Vendée-Challans Basket s'incline 73-65. Le groupe de Sébastien Lambert termine donc en 9e position, synonyme de groupe B. Les Chalandais sont maintenus et peuvent encore espérer disputer les playoffs. La fin de saison sera plus délicate. En revanche, pour les Sables Vendée Basket, battus à domicile vendredi soir par Berck, Rang-du-Flier, les Sablés terminent 13e et avant-dernier. Le collectif de Denis Métais jouera donc son maintien lors de cette 2e phase dans le groupe C. Je vous propose à présent d'ouvrir la page football de ce 85 chrono et de prendre la direction du stade Massabielle. En ouverture de la 16e journée de National 2, les Herbiers leaders accueillaient Trélissac, modeste 12e sur 14 du groupe. 3 nuls consécutifs. Les Herbiers voulaient donc retrouver le chemin de la victoire. Première occasion avec Valentin Rémy. On file à présent sur le côté gauche, bien trouvé à l'entrée de la surface. Claude Ateba oblige Thomas Navo à se coucher. Trélissac va aussi se montrer de son côté. Cette déviation de Diarra ne trompe pas Théo Hamelin. Au corner, le ballon file dans la surface, mais cette reprise herbretaise manque de précision. Peu avant la demi-heure, Ateba esselé sur le flanc gauche en roule, mais le gardien Trélissacois sort une très belle horizontale. Avant la pause, les visiteurs vont également se procurer une très grosse occasion, mais cette frappe file à côté du montant de Pio. 0-0 à la pause. En deuxième période, les Herbiers se montrent. Rémy sert parfaitement Lucas Dory, mais son coup de pied manque de force. 57e minute, Ziliox à la touche trouve Benjamin Brélivet, contrôlant une touche et frappe instantanée. Aucune chance pour le gardien. 1-0 pour les Herbiers. Au corner, le VHF pousse pour faire le break, mais la tête d'Ateba ne trouve pas le cadre. Avant l'un des faits de jeu du match, Valentin Rémy s'écroule, mais le jeu se poursuit et Noah Ziliox va être l'auteur d'un tacle non maîtrisé. Carton rouge immédiat. Les Vendéens vont donc jouer à 20 minutes à 10 contre 11. Forcément, les Trélissacois ne se privent pas. Poussés égalise sur cette sublime frappe de Benoît Bisson. Un partout, on en restera là. La défense herbretaise quasi miraculée en fin de match car Trélissac était tout proche du chaos. La réaction des deux coachs a commencé par celle de Laurent David pour les Herbiers, réaction recueillie par Daniel Lelanne. On a eu une première mi-temps difficile où on a perdu beaucoup de ballons, il y a eu beaucoup de déchets et du coup Trélissac a eu pas mal de transitions et de contres. Puis ça s'est mieux passé en deuxième mi-temps. On a vraiment pris le match en main. On a senti qu'il y avait plus de vitesse, plus d'appel aussi. Et puis on a été récompensé de nos efforts. Et puis après, il y a le fait du match. Et donc,
Effectivement, je pense qu'il y a une première faute sur Valentin, Rémi, qui n'est pas sanctionné et ça amène un rouge derrière. Je ne conteste pas le rouge, je conteste la faute et ça n'aurait pas amené le rouge. Et malheureusement, à partir de là, l'adversaire y a cru forcément et a marqué un but d'une frappe magnifique de 25-30 mètres. Et puis après, il a fallu lutter pour garder ce score. On s'attendait à un gros match, ça a été un gros match. On a répondu présent, la première mi-temps est très très bonne de notre part, on était bien en place, on n'a pas subi beaucoup d'occasions en première, une ou deux situations. La déception pour nous, c'est les occasions qu'on n'a pas concrétisées. Parce qu'on a quand même beaucoup d'occasions chez le leader à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'on a été solide et on s'est créé. Dans l'animation offensive, elle a été bénéfique. Voilà, le score est logique. Après au niveau des occasions, je ne sais pas, mais en tous les cas pour nous c'est un bon point chez le leader. Et c'est surtout la satisfaction de l'état d'esprit et ce qu'on a mis en place dans le projet de jeu qui est très valorisant ce soir. Un quatrième match nul donc pour le Vendée Les Herbiers Football qui préserve une nouvelle fois son fauteuil de leader à l'issue de cette journée de N2. 28 points également, 28 points aussi pour Libourne qui talonne désormais les Herbretais. Et puis le groupe de Laurent David voit la Roche VF se rapprocher. Les Lyonnais sont allés s'imposer 3-1 sur le terrain de Saumur samedi soir. Les joueurs de Frédéric Reculot se maintiennent sur la 3e marche du podium. Un cran plus bas en National 3, place à la 16e journée ce week-end. Le très bon résultat est venu du Vendée Poiré Foot. Les Genoux s'imposent 1-0 sur le terrain de la réserve du stade Lavallois. Les Genoux reprennent les rênes de ce groupe D. Autre bonne performance, Fontenay-le-Comte s'impose 2-1 face à la réserve des Chamois niortais. 8e match sans défaite pour le VFF qui grimpe en 5e position. La Châtaigneraie respire après son succès 1-0 sur la pelouse de Choret, concurrent direct pour le maintien. 11e place pour l'ASC. Match nul entre Châlons et la réserve du FC Nantes. 1 partout, Châlons pointe en 9e position. Et puis enfin, nouvelle défaite des Sables FCOC 2-1 en déplacement à Saint-Nazaire. Les Sablés restent 13e et avant-dernier. Et puis un dernier mot de football avec un œil sur la D3 féminine et son bilan comptable en déplacement sur la pelouse du CA Paris 14. Hier dimanche après-midi, la Roche-ESO s'incline 1-1. Résultat, une place de perdu pour les Ornésiennes, 3e, doublée par Bréquigny-Rennes au classement. Je vous le disais, en prélude, double rendez-vous de handball au programme. Et la première de ces deux affiches nous emmène à Pouzauges, salle de l'Étoile. Samedi soir, pour la 17e journée de National 1 masculine, le PVHB Lanterne Rouge affrontait Saint-Cyr-sur-Loire, 5e au classement. L'entame de partie est favorable aux joueurs de Steve Berger en maillot noir. Les deux formations sont au coude à coude dans le premier quart d'heure. Et c'est Pouzauges qui parvient à créer un premier écart, plus 3 à la 20e minute pour le PVHB qui mène 16-13. Les frères Bro ainsi qu'Andréa Proasca matérialise la bonne première période pouzaugeaise, très prolifique. Mais à 2 minutes de la pause, Saint-Cyr remet les compteurs à 0, 19 partout. L'équipe d'Indre-et-Loire va même reprendre la tête dans l'ultime minute de cette première période. 21-20 donc pour Saint-Cyr au moment de rallier les vestiaires. Au retour de la pause, Pouzauges va réussir à entretenir les espoirs de la salle de l'Étoile. Les Vendéens sont au contact, toujours derrière d'une longueur. Mais la partie va ensuite définitivement tourner à l'avantage des visiteurs. Saint-Cyr fait le trou à 10 minutes du terme, 30-26. La formation indre-et-loirienne s'appuie aussi sur la solide prestation de son gardien. 15 arrêts sur cette rencontre. Les Pouzaugais ne reviendront pas et échouent finalement à -6, loin de la gifle reçue au match aller, mais défaite quand même. Score final 37-31, 7e revers de rang, surtout pour les Vendéens. Au micro de Daniel Lelanne, je vous propose d'entendre le coach pouzaugais Steve Berger, suivi de son homologue pour Saint-Cyr-sur-Loire. La défaite est méritée parce qu'on est mené, mais les 6 buts sont même un peu lourds. Je pense que ce soir, on a existé et on a réussi à faire déjouer Saint-Cyr. Maintenant, pas suffisamment. Et puis, autant en première, on a été réaliste devant le but, autant en deuxième, on n'y est pas. Donc, du coup, l'écart se creuse et on met 2 fois moins de buts quasiment en seconde qu'en première. Après, c'était un match débridé d'attaque qui jouait vite, donc d'où beaucoup de buts. Mais c'est pas un mauvais match de notre part face à une belle équipe de Saint-Cyr. Je pense que vu la jeunesse de l'équipe et nos résultats, je pense qu'on a besoin de travailler sur tout et de s'améliorer sur tout. Très content de la victoire parce qu'ils ont livré un très bon match. Pouzauges, pour moi en tout cas, à l'image du match de ce soir, ne méritent pas leur place là parce qu'ils ont fourni un très beau handball. Ils ont eu un petit coup de panne en deuxième mi-temps au niveau de la réussite au tir, mais ils ont livré franchement un très bon match et je suis content d'être sorti de ce piège aujourd'hui. Au match aller, c'était pas du tout comme ça. Là, ils ont montré vraiment un beau visage.
que j'ai commencé à avoir depuis la reprise. Donc je pense que c'est de bon augure pour eux pour la suite. Mais voilà, nous, on essaie de continuer sur notre lancée et puis très content de repartir d'ici avec les points. Résultat au classement, l'embellie se fait toujours attendre pour le Pouzauges Vendée Handball. Après 17 journées, le PVHB reste inexorablement attaché à sa place de lanterne rouge. Toujours 11 points d'écart avec le premier non relégable, la réserve du HBC Nantes qui compte un match en moins. Retour sur les terrains en handball et en images. On jouait également samedi soir sur le parquet de la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon. Réception de Bergerac pour La Roche Vendée Handball à l'occasion de la 16e journée de N1 féminine, duel de haut de tableau. Puisque La Roche est 5e, mais Bergerac leader et l'affiche a tenu toutes ses promesses avec plusieurs réalisations dans le premier quart d'heure à Malamrouni. Ils permettent aux Siennes de mener de +5, 11 à 6 pour La Roche après 20 minutes. Une avance également permise par la bonne première période de Milica Cubrilo. 7 arrêts pour la gardienne lyonnaise, mais à l'image de leurs homologues Pouzaugeais, comme on l'a vu tout à l'heure, les Lyonnaises vont également voir la fin de première tourner à l'avantage des visiteuses. Bergerac enquille 5 buts à la suite, étalonne désormais le RVHB 12 à 11 au tableau d'affichage à la pause. Bergerac va revenir à hauteur en début de seconde période. 21 partout avant d'entamer les 10 dernières minutes. Les Lyonnaises vont monter à +2, mais jamais d'avantage. Ensuite, la faute à la grosse fin de match de Lisa Street dans les cages adverses. L'écart ne se creuse pas et Bergerac va en profiter pour revenir. 24 partout dans les dernières secondes. Les Périgourdines vont avoir l'occasion de mener, mais le dernier jet de 7 mètres est manqué. Malamrouni aura aussi une ultime occasion en fin de match, mais sans réussite. On en restera donc là 24 partout. La réaction des deux coachs, c'est au micro d'Ambroise Robert. Un tout petit peu stressant. On fait un très gros match. J'ai dit aux filles à la fin que c'était notre meilleur match de l'année. Certes, il n'y a pas la victoire derrière, mais dans l'intensité, là, on a vu un match de haut niveau de N1 et on a su tenir pendant 1 heure. On a eu des périodes de trous, notamment en première mi-temps, on est à +5 et défensivement, il n'y a pas de débat, mais offensivement, on a du mal sur la gardienne de but. On rate encore 3 jets de 7 mètres ce soir. Sur la fin du match, on a des décalages assez grands qu'on n'arrive pas à finir, mais dans la mentalité, il n'y a rien acheté. La semaine dernière à Mios, on a eu une grosse déconvenue sur l'image de l'équipe. Là, ce soir, je pense que la salle était pleine avec les Eaglefeurs en folie et qu'on a fait honneur à La Roche-sur-Yon et au maillot qu'on porte surtout. La suite, déjà, on va récupérer. On va les laisser 8 jours là, off où elles vont se reposer parce que physiquement, on avait des dégâts. On a Fanny qui était absente ce soir. Joe qui était un peu blessé à l'ischio aussi. Donc on va travailler pour aller chercher les 3 points à Angoulême. L'objectif est toujours le même, finir dans le top 3. Mais il a manqué beaucoup de réussite, on perd beaucoup trop de ballons en première mi-temps, des passes qu'on ne doit pas louper. Et après en deuxième mi-temps, on a réglé ça un petit peu, ça allait un petit peu mieux sur le jeu sur grand espace. Mais vers la fin, on est derrière au score, on se précipite, on fait des mauvais choix. On a des ballons d'égalité à -1 qu'on met pas, on a des ballons de +1 qu'on met pas. La Roche-sur-Yon, c'est une équipe qui est costaud, de toute façon qui avait des ambitions en ce début de saison. Elles sont pas dans le haut du tableau pour rien. Je pense que de toute façon on va les retrouver en haut sur la fin de la saison, il n'y a pas de problème sur ça. Et avec ce match nul, 24 partout, les Vendéennes se maintiennent en 5e position. Vous le voyez au classement, ça reste extrêmement serré en haut de tableau à l'issue de cette 16e journée de National 1 féminine. Et puis enfin, un échelon plus bas en National 2. Samedi soir, l'équipe réserve de La Roche Vendée Handball a enchaîné une 8e défaite de rang. Défaite 28-21 des Lyonnaises face à Montcoutan. Les Vendéennes restent 12e et bonne dernière de leur groupe avec 19 unités. Un détour aussi par le classement de la National 1 élite. En ring hockey, la Vendéenne poursuit son sans faute. Samedi soir, victoire des joueurs de Marc Salicru, 7-2 sur le parquet de Roubaix pour la 12e journée. Les Rouges et Noirs sont sur les talons de Saint-Omer en 2e position. Et puis enfin, un dernier classement de ce 85 chrono nous emmène sur les traces du Haut-Glis. Samedi soir, les Aigles lyonnais se rendaient sur la glace de l'équipe réserve d'Angers dans le cadre de la 5e journée en retard de D2 de hockey sur glace. Et le Haut-Glis s'incline 4-2, second revers consécutif pour les hommes de Yoraï Oselka qui glissent désormais en 3e position. Week-end événement à Chaland, nous vous en parlions jeudi dernier dans 85 chrono. L'hippodrome Éric Raffin accueillait les interrégions de cross-country. Objectif hier, dimanche après-midi, aller décrocher une place pour les championnats de France qui auront lieu dans 3 semaines à Cap Découverte dans le Tarn. 11 épreuves étaient au programme, 2200 athlètes venus de toute la région des Pays de la Loire et du centre Val-de-Loire. Nous suivions, nous tout particulièrement, les épreuves élites de cross long. Tout d'abord, les femmes élites à l'image, un tracé de 7760 mètres attendait les presque 200 partantes et à l'arrivée, c'est
c'est Cécile Jarousseau de l'Entente des Mauges qui s'impose en 28 minutes et 11 secondes. Elle devance Alice Mitard de la Morantin et Louison Cureau de l'Athlétique 3 Tours. L'Ouest Vendée Athlétisme s'invite sur la deuxième marche du podium par équipe. Et puis à 14h45, place ensuite au départ des 250 concurrents de la course homme élite. Parcours de 10 200 mètres au menu. La victoire revient cette fois à Nicolas Vitré du club athlétisme Pays Saumurois en 33 minutes et 24 secondes. Adrien Le Richum de l'Entente Athlé Nord-Mayenne et Gaël Lepron de Bourges Entente Athlétisme complète le podium. Au micro d'Ambroise Robet, je vous propose justement de retrouver les deux vainqueurs du jour du cross long, Cécile Jarousseau et Nicolas Vitré. Au début, souvent c'est le cas quand je redescends d'altitude, je me suis pas sentie très bien, donc j'ai préféré rester tranquille. En fait, au final, pour vous tout avouer, le parcours je l'avais pas trop dans la tête, donc c'était plutôt pas mal d'avoir 7 km 700 histoire de se familiariser avec les boucles. Alice est passée devant, donc j'ai essayé de la suivre et dans ma tête, je me disais, allez, prépare-toi aussi au fait qu'elle puisse partir et que ça va être dur. Et puis en fait, arrivé à la moitié de la grande boucle, ça a lâché derrière. Enfin, Alice a lâché, j'ai pas eu vraiment besoin de faire d'accélération ni rien. J'ai essayé de maintenir l'allure, rester dans la dynamique dans laquelle j'étais. Et puis j'ai fini bien, portée par le public aussi, parce que ça fait trop du bien de revenir chez soi dans les Pays de Loire et de voir tout le monde qui te connaît en fait et que tu connais aussi. Donc c'est un beau partage aussi. C'était une course où il fallait être patient, fallait courir intelligemment, parce que le parcours était assez physique quand même avec les conditions climatiques. Je savais que j'arrivais en forme, je savais qu'au train j'étais costaud aussi, qu'au sprint j'aurais été fort aussi. Après les concurrents, voilà, faut jamais rabaisser ses concurrents, il y avait du niveau. Au fur et à mesure de la course, j'ai senti que j'étais bien et ça craquait petit à petit, ça m'a mis en confiance quand j'ai vu qu'on était plus que 2-3. La suite pour moi, les championnats de France dans 3 semaines avec un objectif top 20 pour le moins bien et sur un malentendu un top 10, mais bon, voilà, après, je veux pas trop m'avancer. Et avant de tourner cette page athlétisme, une information qui concerne Romain Mornay. Romain Mornay termine deuxième hier après-midi du cross court à Chaland. Mais la veille, samedi, le licencié de l'AC La Roche-sur-Yon est devenu champion de France du 3000 mètres en salle. C'était à Miramas. Le Lyonnais de 26 ans devient ainsi champion de France pour la première fois de sa carrière. Et puis on notera aussi la très belle 3e place de Louise Maraval de l'Entente-Sèvres sur le 400 mètres en salle. En cyclisme, ça y est, suite et fin de la 37e édition du circuit des plages vendéennes. Vous l'avez d'ailleurs sûrement suivi sur TV Vendée samedi et dimanche. Chez les féminines, d'abord, on va le voir, ce circuit des plages vendéennes se composait de 2 étapes. La première se tenait ici samedi après-midi du côté de Beauvoir-sur-Mer, 112 km au menu. À l'issue de cette étape en ligne, la victoire revient à Clémence Chéreau pour la formation Lanester Women Morbihan. Clémence Chéreau devance Justine Jégu et Mérette Zimmermann. Et puis dimanche, place à la seconde étape féminine, le contre-la-montre par équipe dessinée autour de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. A souri à la formation vendéenne la Dynamips Clarisse Automobile qui s'impose pour 3 secondes devant Lanester Women Morbihan. Au général, pas de changement. Clémence Chéreau préserve sa première place et remporte donc ce circuit des plages vendéennes féminin 2024. Je vous propose de l'écouter. Elle était au micro d'Yvan Collineau. Un beau chrono par équipe aujourd'hui pour finir le week-end qui s'est très bien passé collectivement. C'était une première marque pour nous aujourd'hui et ça permet de poser de bonnes bases pour la suite de la saison. 3 secondes, on peut les trouver facilement sur l'ensemble du parcours. Donc c'est, comme je disais tout à l'heure, une bonne base pour la suite. On a une très belle équipe et on n'avait pas forcément beaucoup travaillé et préparé le chrono. Donc ça laisse prévoir de belles choses pour la suite. Tout se passe bien, je suis très bien dans cette nouvelle équipe et j'ai très bien été accueillie. On a une très bonne ambiance, donc je suis contente d'être à la Lanester. Et puis les hommes étaient aussi en lice après les 2 premières étapes du week-end dernier. Place samedi au contre-la-montre par équipe à Beauvoir-sur-Mer. Déjà vainqueur de l'épreuve l'an passé, le Vendée récidive et s'impose. La formation vendéenne devance le Paris Cycliste Olympique et l'équipe créée actuelle Marie Morin U22. Le Vendée s'impose d'ailleurs au classement général par équipe. Et puis enfin hier, dimanche après-midi, à Limoges, 4e et dernière étape. C'était cette fois à Saint-Gilles-Croix-de-Vie sous des conditions difficiles, vous le voyez. La victoire au sprint revient à Jocelyn Baglin pour Morbihan Adrice Géoa devant Henry Lawton et Alexis Pierre. Le classement général revient au 2e de cette étape. Le Britannique Henry Lawton avec la formation Morbihan Adrice Géoa. Une réaction, celle du vainqueur ici, Jocelyn Baglin avec Yvan Collineau. On s'est un peu mal trouvé au début, mais après on a su relancer correctement avec 3 gars dans l'échappée, donc c'était royal. Et ensuite quand c'est rentré, j'ai relancé, on est ressorti à 3, mais c'était un peu dur, on n'était pas assez. Et
Au final, après, dans la dernière échappée, on avait quand même une carte, mais on nous a dit de rouler plus pour le sprint. Et au final, on les a repris le dernier juste à la fin. Et ça s'est super bien goupillé dans le final. De toute façon, vu le final que c'était, il fallait mieux rester bien placé. Et c'est ce qu'on a fait, donc on ne pouvait pas se louper comme ça. Voilà pour le tour de l'actualité sportive de ce lundi 19 février 2024. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, on se donne rendez-vous dès jeudi avec Aurélien Huard pour 85 chrono. On parlera voile. D'ici là, très bonne fin de soirée à toutes et à tous et belle semaine sur TV Vendée.